chères téléspectatrices, assalamu alaikum. La Mauritanie, à l'instar de la communauté internationale, commémore aujourd'hui la fête de la femme. C'est la journée mondiale de la femme, des droits de la femme. À cette occasion spéciale, nous avons voulu organiser une émission spéciale dans un lieu spécial avec des invités très spéciaux aussi. Avant de vous présenter mes invités, je vous invite à suivre ce reportage qui introduit notre discussion. À tout de suite. Depuis la naissance de l'État mauritanien et même pendant sa gestation, les femmes mauritaniennes ont toujours eu leur mot à dire sur la vie politique, ce qui les a toujours prédisposées à devenir de véritables actrices des enjeux politiques du pays. Elles ont, à travers des modes d'expression propres à elles, comme la poésie, le tabra, le tmari, les chants ou la danse, exprimé leurs préférences politiques, leurs désapprobations ou colère, mais aussi les revendications. Ces militantes de toutes les époques, de toutes les générations, issues de toutes les communautés et catégories sociales, n'hésitent plus aujourd'hui à battre les pavés et jouer les bras pour réclamer plus de justice, plus d'égalité, plus de représentativité à travers des slogans comme « Non à la polygamie, non à l'excision, non au viol, oui à l'éducation, oui à la discrimination positive, oui à la parité ». Des pavés souvent lancés dans la mare qui ont certes donné les résultats encore timides mais encourageants si on comptabilise les 6 ministres, la quarantaine de parlementaires dans les 2 chambres, les 6 maires et les milliers de conseillères municipales dans cette composante féminine qui constitue plus de la moitié de la population de Mauritanie. Un vivier électoral primordial, un potentiel humain considérable, important levier de développement malgré un statut social et économique instable car fortement dépendant. La femme reste porteuse de tous les espoirs dans un monde qui aspire à plus de paix, d'équité et de prospérité. Donc, rebonjour, assalamu alaikum. Nous avons donc suivi ce reportage ensemble. Maintenant, je vais vous présenter mes invités. Tout d'abord, avant de les présenter, je vais dire grand merci à Turkiya Dada qui nous accueille chez elle. Donc, cette très jolie maison, très belle maison, en votre nom, vous, invités, et au nom de la télévision de Mauritanie et des téléspectateurs. Merci beaucoup, Turkiya. Alors, Turkiya Dada, qui est diplômée donc de la Sorbonne et école pratique des hautes études de Paris. Elle a enseigné au lycée national avant de devenir la directrice de l'école nationale d'administration. Je vais bien sûr manger tout le CV. Alors je vais passer à Fatma Mtelkouri. Fatma Mtelkouri, c'est une femme de l'ombre. Elle n'aime pas les projecteurs, les feux de projecteurs. Elle fait partie des pionnières de l'informatique en Mauritanie, documentaliste de formation. Elle a été longuement chef de service de la gestion informatisée à la bibliothèque universitaire de Nouakchott. Je vais passer aussi, ce que je vais retenir de son CV, elle aussi, c'est qu'elle a initié Maurifemme, qui est un modèle d'appropriation d'Internet par les femmes en Mauritanie. Cette plateforme donne de la visibilité aux femmes, à ce qu'elles font, et ça c'est très important. Alors, je vais passer à Madame Aminata Mamadou Sow, qui est déléguée médicale, animatrice sociale. Je crois aussi qu'elle fait de la politique. Oui, vous êtes de formation sage-femme d'État. Vous avez animé sur beaucoup de thèmes. C'est ce que je vais retenir pour la promotion de la femme, notamment pour les IST, le VIH, contre les IST, le VIH-Sida, pour l'allaitement maternel, contre les grossesses à risque, le planning familial, etc. Alors, Son Excellence, Madame Mounina Abdellah. Alors, professeure de physique-chimie, je me suis amusée un peu à faire de la création, directrice pendant 17 ans au secrétariat d'État à la condition féminine, reconvertie en une redoutable militante des droits de l'homme. Cette spécialiste du genre qui flirte avec la diplomatie et les relations internationales a atterri depuis 2 années à la Commission électorale nationale indépendante CENI comme chargée de la coopération internationale. Voilà, elle a été ambassadeur permanente auprès des organisations internationales à Genève, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Suisse. Je vais présenter Madame Yakhari Soumaré, qui est secrétaire générale de l'ONG Action,
et qui a beaucoup milité pour justement la sensibilisation. Elle s'est mobilisée pour l'abandon des mutilations génitales féminines, le mariage précoce. Elle a travaillé notamment sur la santé et les violences basées sur le genre, le développement communautaire, nutrition, sécurité alimentaire. Alors, j'ai posé la première question à Turquia. Alors vous qui avez longuement observé la société mauritanienne, vous connaissez bien ce pays, est-ce que d'après vous on peut parler d'une femme qui incarnerait les femmes mauritaniennes? Est-ce qu'on peut parler d'une femme mauritanienne qui à la fois peut représenter la femme d'affaires, la femme rurale, celle qui vend les légumes, le couscous, etc. Est-ce que voilà, on peut parler d'une femme mauritanienne? Merci. Merci. Avant de répondre à cette question, une question d'ailleurs pas facile, je voudrais te rendre l'appareil, te remercier pour ce que tu as dit, pour les remerciements d'être dans cette maison. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui, est-ce qu'il y a une femme mauritanienne? Oui, il y a une femme mauritanienne, mais exprimée dans la diversité, parce que la diversité de la Mauritanie, qui est la richesse, qui est une des grandes richesses de ce pays, est traduite également par les femmes. Alors, il y a une femme, la Mauritanienne, c'est clair, mais elle est, si vous voulez, cette Mauritanienne est traduite de plusieurs façons, dans la diversité d'abord culturelle et dans la diversité naturellement des engagements, des fonctions, etc. Et elle existe. Elle a existé d'une certaine manière. Quand je suis arrivée en Mauritanie, il y avait déjà une femme mauritanienne différente de la femme maghrébine, différente de la femme arabe des autres pays. Et maintenant, évidemment, avec l'évolution du temps, les progrès ont été accomplis, mais je ne vais pas monopoliser la parole et je pense que mes sœurs... Alors, aussi une femme différente, je crois que Fatma l'a souvent dit, une femme différente par rapport à ses consoeurs arabes, à ses consoeurs africaines. En quoi cette différence peut-être? C'est très pertinent de recadrer un peu le débat, parce que souvent on dit la femme mauritanienne. Mais en fait, on a des femmes mauritaniennes à cause justement de cette diversité culturelle, raciale, ethno-tribale, etc. Et du coup, ça va impacter aussi sur nos aspirations, sur le degré d'accès aux droits, sur le statut même de cette femme dans sa communauté. Donc tout ça détermine aussi les avancées et les reculs par rapport au combat que nous menons pour la promotion de la femme. Ça m'interpelle un peu parce que, comme je l'ai dit, ça impacte sur nos combats, oui. Chacune selon le milieu, la communauté dont elle vient. Nous savons que traditionnellement, la position de la femme a différé depuis les indépendances à nos jours. Il y a eu quand même changement, qu'on le veuille ou non, et quelles que soient nos communautés. Mais il est sûr que dans certaines communautés, la femme avait un statut assez particulier, assez confortable. Et que dans d'autres communautés, c'était pas le cas. C'était pas le cas. Mais qu'avec l'avènement de l'État nouveau, contradictoirement, il y a eu aussi des problèmes qui ont fait reculer ces acquis, cette réalité de certaines femmes, ces privilèges de certaines femmes, par rapport aux droits actuels et aux revendications actuelles. Du coup, on se retrouve avec des contraintes. Avec des contraintes par rapport au féminisme qui nous est importé, venu d'Occident, auquel on a adhéré pendant plusieurs années comme ça, pour faire dans l'air du temps, ou pour faire, voilà, et qui ne répond aujourd'hui plus à l'aspiration, aux revendications aussi bien communautaires que nationales des femmes mauritaniennes. Vous me donnez un exemple, par exemple, l'égalité, c'est ça? Non, l'égalité, on y revient après. On y revient après. On parle d'abord de féminisme, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est spécifique c'est qui revendique d'abord le minimum de droits. Le minimum de droits, de respect de la femme en tant qu'être humain, en tant que citoyen dans ces États nouveaux, États-nations nouveaux, dans ces nouveaux contextes politiques. Et donc, on a tout de suite opté les modèles occidentaux de féminisme qui nous sont revenus, qui nous ont retardés finalement, parce qu'ils ne répondaient pas
n'émanait pas de nos besoins culturels, de nos besoins religieux, de nos besoins... de nos spécificités. De nos spécificités, voilà, qui ne répondaient pas à nos spécificités. Les premières marches ici, voilà, par exemple, si voilà. je me souviens, c'était contre la polygamie, contre le gavage, contre l'excision, effectivement. Là, c'est aujourd'hui. Ça, c'est des revendications très légitimes. Mais je parle du féminisme qu'on avait adopté de l'Occident. Oui. C'est-à-dire que là-bas, en Occident, qu'est-ce qui se passait? On reniait, au final, sa féminité. À un moment donné, les Occidentaux reniaient un peu leur féminité. Pourquoi? Parce qu'à force de vouloir revendiquer ses droits, à force de vouloir revendiquer l'égalité avec les hommes, elles ne se retrouvaient plus. C'est mon analyse. Et du coup, leur combat ne nous répond. Ça a fait un choc social qui fait que ça a brisé quand même la marche harmonieuse de la société occidentale vers... On va peut-être... la Turquie peut-être n'est pas tout à fait d'accord. Je peux comprendre ce que dit Fatma, mais je pense qu'il faut quand même nuancer. Il faut se référer à l'histoire. En 1960, la Mauritanie est devenue indépendante, elle était colonisée d'un État occidental. Et il y a eu du mimétisme dans tout ce que l'État a fait, dans l'administration, dans la résolution des problèmes sociaux, et les premières femmes qui ont lancé les mouvements pour les droits des femmes, si vous voulez, se sont inspirés par la force des choses, par leur formation, par leur histoire, de ce qui se faisait dans le monde. Mais ce n'est pas juste. Moi, j'étais là. Moi, j'ai toujours été un administrateur ou une administratrice. J'ai participé. Mais si vous voulez, j'étais pas dans l'action politique. J'ai jamais été dans l'action politique. Mais les Mariam Hamdino, non, l'autre de Boutilimit, Mariam, Paulette Fadel, Aïssa Takan, Vivi Mentfouji, on peut pas dire que ces femmes-là étaient des féministes au sens occidental. Elles étaient pour les droits de la femme, parce que féministes, c'est très péjoratif. Même les Européennes aujourd'hui sont contre les féministes. Les féministes qui sont... oui, aujourd'hui. Non, déjà, les mouvements de Simone de Beauvoir, etc. Donc, si vous voulez, il y a eu ce mimétisme auquel il est juste de se référer. Il n'a pas permis il n'a pas conduit à reculer. Il a lancé le mouvement d'une certaine manière. Et les générations qui sont venues après l'ont repris à leur compte en s'adaptant à l'environnement dans lequel c'est vivait. Mais c'est difficile pour moi, excusez-moi, de penser que ces femmes-là, même Mariam Dada qui venait de France, même moi qui viens d'Algérie, mais ce n'était pas du féminisme. Il était dans la pensée de personne de vouloir européaniser les femmes, de les retourner contre leur religion, contre leur famille, etc. Bon, ça, c'est comme ça qu'il faut le faire. Et d'ailleurs, maintenant, les problèmes se posent différemment. Oui, je pense qu'effectivement, le problème s'était posé différemment en Europe lorsqu'on revient au combat. Oui, Mounina, tu voulais... Non, je voulais vous remercier tout simplement pour m'avoir convié à cette rencontre importante. De par son histoire, son origine, la fête du 8 mars, et de par aussi le groupe de femmes qui sont là. Donc, je pense que l'occasion est très importante. Elle a été toujours un moment pour faire un arrêt, pour voir qu'est-ce qui a été réalisé, quel acquis nous avons pu gagner, quel problème se pose à nous. Je crois que c'est important, aujourd'hui c'est important. Pour revenir au féminisme, je ne suis pas d'accord avec Fatma, parce que, même si on est toujours d'accord dans la vie, mais je crois que, comme l'a dit Turquia, nous étions sous l'influence d'un pays européen, et puis on avait un très grand problème parce qu'il n'y avait pas de femmes éduquées, toutes les femmes instruites, donc on pouvait dire un mimétisme. Oui, mais quand même, nous avons gardé nos, 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 nos habitudes.
même si on a une divergence interne, parce qu'il y a les femmes arabes, il y a les femmes négro-africaines, il y a les femmes, donc, mais quand même, il y a, ça c'est quand on était dans le monde rural. Mais quand on était arrivé en ville, il y a eu un brassage très important parce que chacune de nous habitait à côté de l'autre. Donc, on a eu ce partage, on a eu cet échange, ce regroupement, cette vision. Nous avons travaillé ensemble, nous étions allés à l'école ensemble. Donc, ces divergences ont diminué parce que même si chacune de nous a gardé ses habitudes, ses modes de vie, mais au moins il y a eu un échange, il y a eu un rapprochement entre nos habitudes, on a eu un échange, donc nous avons travaillé ensemble, il y a eu un partage très important de nos problèmes. Ça c'est important, mais ce qu'il faut dire également, c'est que nous avons également pris du féminisme. Même si je ne suis pas d'accord, mais nous avons pris du féminisme parce que, de par notre voyage, nos déplacements internationaux, de par nos discussions avec les femmes, Internet, la radio, la télévision, donc nous sommes obligés de piquer quelque chose ailleurs. Mais nous avons toujours su garder la femme mauritanienne entre guillemets. Notre mauritanité était restée intacte. Même si l'école, certainement, l'école qui a beaucoup joué dans notre vie, l'école a aidé à relever beaucoup le niveau de vie des femmes, mais nous avons toujours su garder notre situation. Alors, en parlant de ces victoires justement évoquées par Mounina et les avancées réalisées, pensez-vous que réellement la femme mauritanienne, depuis les indépendances à nos jours, a réalisé, si on peut dire, des victoires politiques? Ça, c'est sûr qu'on a réalisé des victoires politiques. Parce que, imaginez que nous sommes rentrés dans la politique depuis 1961, comme l'a dit Turquia. Même un peu avant, on peut dire. En 61, nous sommes... la loi cadre, oui. Les femmes mauritaniennes ont commencé à adhérer dans un parti politique, en 64 même, dans un parti politique organisé. Et depuis 1975, nous avons eu un ministère des Affaires sociales. Donc, on a eu l'année de la femme en 1975. Donc, les femmes commençaient à exister. Nous étions à moins de 1% de nos filles sont allées à l'école en 1960. Donc aujourd'hui, nous dépassons 100% pour le taux de brut scolaire fondamental. Ça veut dire qu'il y a eu certainement un changement. Ça, c'est sûr. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème, mais c'est sûr qu'il y a eu un changement important dans notre vie. Très bien. Je ne vais pas monopoliser la parole. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Aussi, j'ai saisi l'opportunité pour remercier la grande sœur Turquia Dada pour l'hospitalité offerte. Et je remercie la sœur Maïmouna pour l'opportunité à travers la chaîne nationale pour nous expliquer avec nos sœurs sur les questions d'ordre comme le parcours de la femme mauritanienne des années des indépendances jusqu'à nos jours. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour commencer, parler du combat de la femme mauritanienne, pour moi, c'est d'abord parler de la vie de toute une nation, toute la nation mauritanienne dans sa diversité, pour revenir un peu en arrière. Donc, la femme, chez nos frères, qu'ils soient arabes, Alpulaar, Wolof et Soninké, a eu sa place. Elle est restée toujours maîtresse de la situation, puisque cette femme, même avant, au temps colonial, elle est restée la maîtresse de la situation, parce que nous avions une culture, c'est qu'en Mauritanie, c'est la femme qui gère tout, de l'éducation, à commencer par l'éducation de l'enfant, l'encadrement, son encadrement et tout, donc ça a commencé par la femme. Pour moi, ça déjà, c'est quelque chose de partagé dans la diversité en Mauritanie. Donc quand on passe pour parler des problèmes vécus par les femmes, il suffisait, dans toutes ces sociétés, il suffit de savoir qu'un homme en Mauritanie, un homme, quand il se fait humilier ou il se fait bannir, c'est parce qu'il a porté atteinte à une femme ou bien il s'est comporté d'une manière indigne envers une femme. Ça, c'est quelque chose de partagé avec toutes les femmes. Sinon, quand on revient un peu sur le processus, pour revenir un peu sur le processus, le parcours historique de la femme mauritanienne, quand on revient, par exemple, je parle des années, je reviens des années. Quand on dit le 12 décembre 1961, un an après l'indépendance, donc ça c'était un an après l'indépendance. L'Union des femmes mauritaniennes. Oui, l'Union des femmes mauritaniennes avait été créée. Donc ça déjà, c'est un pas pour montrer que la femme, elle est en train de chercher à changer. Parce que le problème qui se posait, c'est qu'on était là. On avait l'ancien jargon qui disait en Afrique, chez nous ici par exemple, dans ce pays qui est à mi-chemin entre le monde arabe et l'africanisme,
on disait que l'essentiel pour nous, c'est que la femme, elle n'est là que pour procurer, éduquer, et elle ne peut pas aller. Or, ce qui a amené ces problèmes, c'était de demander le droit à l'éducation. On demandait pour la scolarisation des filles. Autant nos parents ou bien nos ancêtres, nos grands-parents ne voulaient pas que les filles aillent à l'école. Que dans les grandes familles, on disait qu'on ne veut pas envoyer les femmes à l'école. Parce que pour eux, ils trouvaient leur alibi pour justifier cela. Mais que la création de cette union des femmes avait quand même quelques objectifs. Parmi ces objectifs, si je peux lire, il y avait l'amélioration du niveau culturel de la femme mauritanienne, sans distinction de race. Il y avait comme objectif encore la scolarisation de toutes les filles. Nous avions la défense des droits de la femme mauritanienne dans les domaines sociopolitiques. Il y avait encore parmi les objectifs la lutte contre l'ignorance et les mauvaises habitudes, contre l'éducation des enfants selon la pédagogie moderne, sans négliger l'éducation islamique, et la promotion du niveau de la femme mauritanienne jusqu'à la naissance d'un mouvement de groupe capable de participer activement au service. Tout à fait. Et pour ça, c'était la plateforme que Mariam Hamidoun avait remis au président, au père de la nation en 61. Après, en 64, il y a eu la Ligue des En 64, il y a eu la Ligue des femmes qui a été créée. Donc, en 64, il y avait la Ligue avec la présence de Mariam Ntilkouri qui a été effective aussi au sein de ce mouvement. Et Mounam Tmeneye qui l'avait créé, et Mariam Ntilkouri qui était la secrétaire générale. Alors, c'est quoi l'impact de tous ces acquis sur le quotidien des femmes, sur le quotidien de la citoyenne lambda, par exemple, de ma fille, de votre fille, l'impact de ces acquis? Oui, l'impact, c'est que nous sommes quand même redevables. Nous sommes redevables face à des générations futures, face à ma fille, à ton fils. Donc, les questions de femmes, c'est des questions de société. Il faut qu'on éduque nos petits garçons à prendre en compte le respect de la femme, de le prendre en tant qu'être humain, en tant que moitié, de le voir en tant qu'être à part égale. Il n'y a pas de « je suis garçon, je suis supérieur à toi ». Et vous voyez, à la base, comment nous éduquons nos enfants, c'est très important. Parce que le combat de femmes, on a beau le dire, on ne peut pas y aller sans le changement de mentalité des hommes. Donc, il faut que les hommes changent de mentalité pour que les femmes y arrivent. Pas les hommes seulement, il y a des femmes qui sont beaucoup plus conservatrices, beaucoup plus... Oui, mais c'est des questions d'éducation, en fait. D'éducation. Depuis tout petit, je l'ai dit. À la maison, si on te fait croire que vous voyez, il y a déjà une discrimination dès la base, positive ou pas, je ne sais pas. Bon, pour revenir un peu quand même à ce qu'a fait l'historique de Aminata tout à l'heure, c'est-à-dire, moi, je m'en vais désolée de voir que à l'époque des années 60, il y avait des mouvements qui étaient là, c'est-à-dire une coordination, des cadres qui étaient là pour les femmes. Mais en 2014, il n'y a aucun cadre qui regroupe les femmes pour nous unir, vous voyez. À part le cadre politique. Oui, à part le cadre politique, mais la politique n'est pas la société. Je dis, le problème de femmes, c'est des questions de société. Donc, il n'y a pas que la société. Et d'ailleurs, ceci se traduit de nos jours, ça se voit qu'il y a un impact de tout ce qui a été fait de nos jours. Il y a le mouvement de la société civile qui fait un travail formidable. À la base, dans les campagnes, la femme mauritanienne, c'est pas la femme citadine, mais c'est la femme rurale, la femme nomade. Ce sont les sœurs qui sont en campagne, qui se battent. Si je prends à l'exemple, par exemple, les femmes soninké, la société à laquelle moi je suis originaire. C'est-à-dire la femme est la pionnière de la société, de la famille, parce que l'homme est toujours parti à l'immigration. Donc, elle est chef de ménage, elle est chef de ceci, mais elle n'est pas, ses droits ne sont pas reconnus en tant que tels. C'est-à-dire on le reconnaît en silence, on le tait, mais vous voyez, visiblement, ça ne se reconnaît pas. Donc moi, ce que je déplore, c'est qu'on n'est pas unis, on n'arrive pas à faire une coalition ensemble de toutes les femmes qui veulent s'en sortir, en tout cas, comme je l'ai dit, qui sont aussi redevables face à leurs enfants, face à la génération future. Effectivement, je crois que le rôle social, Turquia voudrait réagir. Okay. Oui. Non, je voudrais dire, renforcer ce qu'elle a dit concernant les femmes rurales. Je crois que, quelles que soient les évolutions que nous avons eues aujourd'hui pour les femmes de façon générale, il y a quand même le problème des femmes rurales qu'on ne doit pas oublier.
elles sont les moins alphabétisées, elles sont les moins éduquées, elles sont elles sont touchées par tous les maux de la société. Mais je ne suis pas d'accord avec elle concernant concernant les femmes, parce que quand même, depuis 2006, il y a eu un très grand plaidoyer. Très grand mouvement d'associations féminines, ce qu'on appelle le plaidoyer. Comment il s'appelle le plaidoyer? Qui ont beaucoup travaillé, qui ont même arraché le quota, presque arraché le quota, parce qu'elles ont fait un très très grand travail, et ça a continué jusqu'à même la liste nationale n'était pas d'accord avec la liste nationale, parce que le fait de supprimer le quota les femmes n'étaient pas d'accord. Elles voulaient le quota plus la liste nationale. Donc ça veut dire qu'elles ne sont pas endormies, elles ont fait un travail colossal. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il est clair que dans tout pays où la femme est citoyenne à l'égal de l'homme, ces pays sont avancés. C'est les plus avancés économiquement, politiquement, culturellement, socialement, grâce au rôle de la femme. Et ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que les femmes en politique ou dans le militantisme dans la société civile ne recherchent pas que le pouvoir pour le pouvoir. Elles veulent résoudre des problèmes, elles ont des familles et elles sont concernées par des problèmes concrets. Et c'est ça qui fait avancer les choses. Ce n'est pas le pouvoir pour avoir seulement des places. Je ne dis pas, c'est normal, mais c'est pourquoi il est important qu'elles aient tous leurs droits. Et en Mauritanie, elles les ont quasiment. Franchement, si on prend la législation de la fonction publique, la femme est à la fonction publique à tous les niveaux. Si elle est dans les entreprises, dans le commerce, dans le privé, elle joue un très grand rôle. Dans la politique, elle joue un rôle de plus en plus important et de plus en plus vaste, de plus en plus large. Mais ceci dit, je suis d'accord qu'il serait bon qu'en dehors des convictions politiques des unes et des autres, chacune a le droit d'avoir ses propres convictions politiques, les femmes devraient poursuivre, les femmes de Mauritanie devraient poursuivre cette action de plaidoyer et d'être ensemble en tant que Mauritaniennes dans la diversité de la Mauritanie pour non seulement, après je donne, l'achèvement de tous les droits, mais pour mettre en œuvre ces droits. Parce que très souvent, ça reste, ça reste des mots, ça reste des droits théoriques, si vous voulez. Et ce ne sont pas seulement les hommes qui sont responsables. Les femmes sont aussi responsables. Et moi, avant de donner, je voudrais dire, par exemple, dans un domaine auquel je suis particulièrement sensible, c'est la ville de Nouakchott, sa propreté, sa beauté, son organisation, l'environnement. Les femmes ont un rôle important que la plupart ne jouent pas. Claire. Voilà, donc c'est ça, mais je vais passer la parole à d'autres dans ce domaine. Si effectivement les femmes balayaient un peu plus souvent devant leur porte, comme on dit. Moi, je voulais juste appuyer ce qu'a dit Torkiya pour dire qu'on a besoin aujourd'hui d'une vision pour que la question des droits des femmes soit une question nationale, qu'elle soit impliquée concrètement et réellement et non plus politiciennement. Parce que ça nous recule. Chaque fois, on fait deux avancées, une avancée de 2 pas. Avec changement de régime, on se retrouve à 5 pas en arrière. Donc, si on avait une vision, nous-mêmes, les femmes, les mouvements féministes, les mouvements engagés, qu'il y ait un engagement vraiment pour que les femmes, par exemple, qu'on nomme, pour faire la galerie au nom des femmes, pour qu'elles soient conscientes qu'elles sont là pour les femmes et non pas pour elles-mêmes, qu'elles aient l'abnégation, qu'elles aient la conscience qu'il faut pour vraiment représenter cette frange. Voilà l'intérêt général, mais aussi au vu de cette frange qu'elle représente. Et que les femmes qui sont au Parlement puissent aussi assumer les engagements qu'elles ont pris parfois au nom de ces populations dont apparemment... C'est un problème de reddition qui est généralisé. Voilà. Donc, je voudrais insister ici sur le rôle aussi de la réflexion. Il faut qu'on, non seulement l'action de terrain, mais qu'il y ait aussi les femmes chercheurs, les femmes intellectuelles, les femmes universitaires, fassent des réflexions à partir de l'environnement direct, mais aussi de l'environnement géopolitique qui nous entoure, pour essayer de voir...
de donner une vision aux aspirations de ces femmes, au degré d'implication dont elles ont besoin, à l'importance de leur implication dans ces actions, dans la citoyenneté, dans la gouvernance, etc., etc. Et, comme elle l'a dit, l'importance de les associer sur tout développement qui se veut équitable et durable. Il faut qu'elles réclament il faut qu'elles l'arrachent, il ne faut pas qu'elles attendent. Non, pas du tout, non, je voudrais profiter de l'occasion pour rendre hommage quand même aux femmes qui ont dirigé le département des femmes depuis collègues. Mes collègues, oui, parce que j'ai vécu, comme tu l'as dit, 17 ans au niveau du département des femmes. Je sais qu'il y a une succession de femmes qui ont fait un travail colossal. Je vais prendre quelques exemples. Par exemple, Mariam Tahmed Aïcha est venue au département en 92, même si elle était secrétaire exécutive avant, mais le département n'existait presque pas. Il n'y avait ni chaise, ni table, ni bureau. Il n'y avait personne qui connaissait l'informatique. Il n'y avait pas de projet. Il y avait un petit budget de fonctionnement. Et à la fin de son mandat, tout le monde connaissait l'informatique. Toutes les femmes avaient un ordinateur devant soi. Après, Sidi Heba a travaillé de façon extraordinaire sur l'éducation des filles. Donc, elle a passé tout son mandat, si je puis dire mandat, sur l'éducation des filles. Maintenant, elle a travaillé beaucoup sur le code de statut personnel. Maintenant, elle a travaillé sur les régions parce qu'il y avait des problèmes des interrégionales. Et après, toutes celles qui sont venues, chacune a ajouté quelque chose. Pour ce qui est des femmes de terrain, il y a Fatima Admer qui a fait un travail qui est connu au niveau de la mairie. Donc, il y a quand même des exemples importants qu'on peut citer, même si, comme elle a dit, il faut que beaucoup de gens qu'elle s'impliquent, qu'elle me représente. Et on sait qu'au cours du Parlement passé, on avait des femmes qui ont beaucoup travaillé, œuvré pour les femmes. Au cours des débats du Parlement, toutes les femmes se mettent devant la télévision pour suivre ce que les autres vont apporter. Et le plaidoyer, je reviens sur le plaidoyer, je crois que le plaidoyer a été l'occasion de laisser de côté toutes les couleurs politiques et même les couleurs de corps. Parce qu'on trouvait des gens du parti au pouvoir, des gens de l'opposition, des gens des ONG. Donc il y avait un regroupement de femmes pour la cause des femmes. Mais il y a la continuité, comme elle a dit, qui n'est pas là. Il y a un problème de continuité. J'espère qu'il y ait continuité, qu'il y ait une relève, et qu'il y a une relève également de la part de nos jeunes filles. Juste dans cette lancée aussi, insister sur la place de l'éducation, de la formation. Voilà, parce que c'est l'école, l'école qui va former, la personne mauritanienne, l'homme mauritanien avec grand H. Et quand l'école n'est pas bonne, il y a beaucoup de concepts, il y a beaucoup de valeurs qui vont certainement disparaître. Et je crois que parmi les problèmes de l'éducation, le problème de contenu, il faut qu'on renouvelle avec des réformes nouvelles, le contenu même de ces manuels où il reste encore des stéréotypes, des clichés qu'on avait, comme elle l'a dit, hérités de l'Occident, qu'ils ont dépassés et que nous, on continue encore à multiplier et à reproduire. Donc voilà, c'est des choses qui sont extrêmement importantes par rapport aussi à la formation des formateurs, la formation des instituteurs, des enseignants, des formateurs, des éducateurs, qui vont, eux, avoir non seulement sur l'instruction, sur l'éducation, mais aussi sur le changement de mentalité. Parce que quand vous formez un enfant, vous êtes responsable de modeler sa vision et vous êtes quelque part l'artiste de ses visions futures, de sa personnalité. Et donc, du coup, je crois que... D'ailleurs, on dit bien que éduquer une fille, c'est éduquer une nation et éduquer un homme, c'est éduquer un homme. Absolument, absolument. Fatma a soulevé une question extrêmement importante, particulièrement valable pour les femmes, donc l'éducation d'une fille, mais de manière générale, parce que aussi il faut éduquer les garçons dans le bon sens, dans le sens de la complémentarité, de l'égalité. Mais malheureusement, il faut le dire, et j'espère que nos responsables l'entendront, c'est que le système éducatif mauritanien actuel est vraiment dans une situation dangereuse pour l'avenir du pays. Parce que l'école publique, où normalement se fait la formation, où il y a le renouvellement des élites mauritaniennes, est dans un état lamentable, c'est le mot, je n'hésite pas à le dire, lamentable. Et c'est là où vont les gens qui n'ont pas de moyens, donc ils ne seront pas vraiment formés. Et les gens qui ont des moyens
envoient leurs enfants au lycée français ou dans les écoles privées. Et donc, il y a de cette discrimination. Mais quel avenir pour un pays où une minorité va dans une école où elle reçoit vraiment une formation et une majorité qui va dans une école où l'école est dans une sorte je ne dirais pas d'abandon, mais vraiment en dépit de tout ce qu'on a fait, en dépit des efforts, en dépit des états généraux, etc., le système est vraiment doit être considéré comme une priorité. Et les femmes, je demande aux femmes d'insister sur cette question. C'est l'avenir de la Mauritanie, l'éducation, et les femmes, parce que c'est leurs enfants, et elles savent plaider, elles savent poser les problèmes, et elles sont arrivées jusqu'à présent. Et donc vraiment, moi je lance un appel aux femmes pour mettre dans leur esprit et dans l'esprit des responsables que c'est un grave problème prioritaire pour le pays. Je vois qu'on rentre dans les défis. Et moi, il y a un des défis qui me tient au cœur, c'est la violence à laquelle fait face la femme. De plus en plus, on remarque qu'il y a trop de violence sur les femmes. Et ceci, peut-être que c'est lié à l'éducation, le manque d'éducation. Vous voyez ? Et on est dans un environnement géopolitique. Vous voyez tout ce qui se passe dans la sous-région. Donc, il y a plus de jeunes qui sont désœuvrés, qui sont là, qui sont trop loin de leur religion. L'éducation, c'est pas seulement l'école formelle, donc les mahadras et tout ça. Les jeunes ne vont plus à l'école. Ils sont de plus en plus dans la rue. Ils sont de plus en plus face à la télé, aux multimédias et tout ce qui s'ensuit. Et qui récolte les pots cassés, c'est la femme. La femme se retrouve le noyau le plus vulnérable face à toute cette délinquance, face à toute cette pauvreté. Et malheureusement, les femmes ne sont pas suffisamment protégées par les lois en Mauritanie. Il manque de lois spécifiques telles que une loi sur les viols, sur les violences sexuelles, sur les oui, il y a un cadre. Il y a un cadre, mais c'est pas spécifique. Donc, on veut plus de protection, on veut plus de lois qui soient votées. Il y a des avant-projets de lois qui sont là, mais qui attendent depuis 2 ans, tels que sur les MGF, qui est l'une des premières violences à laquelle fait face la petite fille dès sa naissance, une première semaine de naissance. Elle est confrontée à la mort, à toutes les séquelles qui la suivent tout au long de son parcours. Donc, de plus en plus, on est témoin de ça, la ville de Nouakchott, on est dans l'insécurité. Et à titre d'exemple, l'année 2013 qui vient de s'achever a atteint un taux record en termes de violence sur les femmes et les filles. Voilà, effectivement. Pour compléter, ma sœur Yahara, si tu permets, Mimi, après l'éducation et les violences, moi je voudrais aussi qu'on souligne le rôle et l'importance du rôle de la femme au foyer. De la femme rurale, mais aussi de la femme au foyer. Souvent, on dit elle ne fait rien, elle est à la maison. Ah, alors je te vois venir, un salaire pour la femme dans le ménage. Ça devrait être valorisé, parce que comme elle l'a dit, si l'école démissionne, la maman démissionne, je crois qu'on n'aura pas un citoyen digne de ce nom, un citoyen qui pourra amener la Mauritanie vers où on veut. Donc, valoriser, si une femme, quand les enfants ont besoin de leur maman, essayer administrativement de mettre cette femme dans les conditions qu'il faut pour qu'elle puisse s'occuper de l'éducation. Que la femme aussi, quand elle sait que ce qu'elle gagne en dehors est moindre que ce qu'elle va gagner avec l'éducation de ses enfants, pouvoir faire le choix. Et que être émancipée ou c'est pas seulement travailler en dehors de la maison. Le travail au foyer, des fois, est beaucoup plus rentable. Alors, qui va payer ce salaire? Voilà. C'est un salaire peut-être. C'est un salaire qui demande de l'abnégation et qui sera un jour la récompense quand on aura l'impression et la satisfaction d'avoir participé à former ce Mauritanien digne, ce Mauritanien qui est en dehors de la délinquance, qui gère bien son pays, qui a de bonnes valeurs morales pour diriger, etc. etc. Oui, ça, c'est un éternel conflit. Moi, je voudrais vous répondre à Yarari. Vous avez raison, là, pour les violences, c'est un grave problème. Et moi, je crois que
comme vous l'avez signalé, les enfants maintenant, les jeunes gens, les adolescents, il n'y a plus l'éducation traditionnelle qui était porteuse des valeurs de la culture et de la civilisation mauritanienne, ça n'est plus donné, et l'école moderne qui est censée venir remplacer cette formation précieuse ne donne rien. Et donc, on a ces violences. Alors, bien sûr, vous faites allusion aussi au système judiciaire qui ne protège pas la loi, les femmes, mais il est tellement incompétent et carin, en fait, il ne protège personne. Donc, vous avez raison. Alors, pour la question de la femme au foyer, moi, je fais attention. Là aussi, je nuance. Je pense que la femme, la mère de famille a une responsabilité. Quand on fonde une famille, on est responsable de sa famille et on doit avoir été formé pour savoir qu'on est responsable de sa famille et en particulier de l'éducation des enfants. Mais ça ne veut pas dire... Parce que très souvent, quand on dit la femme au foyer, donc pas de formation, elle est là à faire du ménage, une vie d'abruti, quoi. Moi, personnellement, je refuse ça. Et je l'ai refusé. Mais si on encourage cet aspect de la femme au foyer éducatrice, et qu'on organise la vie au travail de façon à ce qu'à un certain moment, elle ne travaille pas, elle reste chez elle, et il y a des subventions. On organise de façon que la mère puisse s'occuper ça se fait maintenant dans les pays scandinaves, c'est comme ça, dans des enfants en bas âge. Et donc l'éducation. Et ensuite, quand ils sont grands, elle retrouve son travail. Et quand elle veut le retrouver, qu'elle le retrouve. Parce que c'est très dangereux, à mon avis, de parler de la femme au foyer sans nuance, parce qu'il y a énormément d'hommes en Mauritanie et dans le monde entier qui ne demandent que ça, parce qu'ils veulent toutes les places. Pour rebondir un peu sur la question, moi je pense que les femmes ont trop compris l'émancipation. Ou bien on a trop cherché, certaines des femmes ont trop cherché à comprendre le mot émancipation de la femme pour tomber dans l'excès. Parce que, vous voyez, il y a certaines femmes, c'est pas une manière, je ne suis pas en train de juger mes sœurs, mais je sais qu'il y a certaines femmes, aujourd'hui, qui ne s'attribuent aucun rôle dans la famille. Quand je me réveille, je suis une femme instruite, je suis cadre, je suis temps. Quand je me réveille, l'après-midi de choses, je me lave, je prends mon sac et hop. Quand je sors, l'essentiel pour moi, l'éducation des enfants revient à l'école. L'école n'éduque pas les enfants. Oui, l'école, ce n'est pas un moyen de se débarrasser de ses enfants. Oui, l'absence de responsabilité. Parce que là, maman, je salue ici et je rends un vibrant hommage à la femme rurale, dans les cases, sous les tentes, pour qui, dans sa lutte de tous les jours, qui est en train d'éduquer. Elle est en train de former, accompagner les futurs cadres de cette République. Parce que c'est là-dedans que ces vieilles-là qui ont éduqué ces ministres qu'on a aujourd'hui. Et c'est ces vieilles-là qui sont dans le monde rural, qui ont aujourd'hui certainement un ministre par là, dans notre diversité, un cadre par là-bas. Mais les femmes d'aujourd'hui, je parle de nos jours aujourd'hui, quand vous voyez une maman qui se réveille le matin, qui ferme la maison, qui ne revient qu'à 20h ou à 19h, je suis fatiguée, je me couche, je laisse tout sur la bonne. Ça me ressemble un peu. Ça, c'est du n'importe quoi. C'est pas. Quand on parle de l'éducation, on doit nous éduquer nous-mêmes d'abord. Parce qu'on te dit que l'éducation de l'homme qui détermine sa personne. Il faut d'abord s'éduquer. On accepte l'autocritique d'abord. Nous allons éduquer nos enfants à la base. Il y a une heure pour la bonne. Il y a une heure, c'est ma relève. Une heure, c'est la relève du papa. Sans pour autant oublier aussi les divorces. Vous voyez que les divorces aujourd'hui, ça devient un problème. Parce que ces enfants, c'est eux qui deviennent les victimes. Les victimes. Quand la femme est divorcée, elle dit que je m'en fous, c'est pas mon problème. Donc le mari, il dit que je m'en fous. Donc l'enfant, c'est ce qui crée un peu tout ce que vous voyez autour de nous comme délinquance. Toute cette discussion, elle est passionnante. Mouni, la dernière intervention avant mais je crois qu'il y a quelque chose d'important parce que nous avons commencé par la diversité. Oui. Et nous parlons comme si la femme était une seule femme, alors que nous avons dit qu'elle n'était pas une seule femme. Nous avons beaucoup de femmes pauvres. Nous avons beaucoup de femmes chefs de famille, plus de 37%. Nous avons beaucoup de femmes analphabètes. Donc nous parlions comme si c'était nous-mêmes.
Donc, je crois que c'est important de comprendre qu'il y a beaucoup de femmes, qu'il n'y a pas une seule femme. Revenir pour dire qu'il n'y a pas une seule femme. C'est important qu'il y ait contribution de femmes au foyer, je suis d'accord. Mais c'est important de savoir également qu'il y a des femmes qui ne font que le foyer parce qu'ils ont des problèmes de pauvreté, ils ont des problèmes d'alphabétisme, des problèmes d'enfants qui ne vont même pas à l'école, ils n'ont pas le moyen d'envoyer ses enfants à l'école. Ils sont dans la rue, ils sont sur la charrette, ils sont en train de vendre des roues, ils sont en train de vendre les nana. Donc il y a beaucoup de problèmes qu'on doit pas oublier. Effectivement. Tout à fait. Donc on est obligé d'arrêter malheureusement. La dernière minute, vous pouvez garder, moi j'ai mon micro. Alors la dernière minute, chacune de nous va dire voilà, son dernier mot. On ne va pas se quitter sur une note triste et malheureuse, ne parler que de nos problèmes. On va aussi parler parce qu'il y a beaucoup d'espoir. C'est sur la femme que tous ces espoirs elle porte tous ses espoirs parce que c'est elle qui porte la vie, comme on dit. Et Yakhare, comme tu es, qui fait vraiment la fête aujourd'hui, tu as un djeoune. On va commencer par toi. Mais comme mon prénom l'indique, c'est Yakhare, c'est la femme, donc c'est la fête de la femme. Donc j'ai tous les honneurs, sans modestie. Donc pour moi, le combat de femmes, c'est le combat dans la diversité. Le combat dans la diversité culturelle, dans la diversité de reconnaissance de tout un chacun, mais surtout dans la diversité multisectorielle et pluridisciplinaire. C'est pas seulement un combat politique. On est trop allé dans les politiques, mais il n'y a pas que la politique. J'ai dit que c'est la société, donc c'est tous les secteurs. Toutes les femmes doivent être formées et ceux qui sont formés doivent tendre la main et surtout de s'organiser pour que nos sœurs améliorent s'en sortent davantage. J'ai retenu le mot, on s'organise, mieux s'organiser. Définition de responsabilité. Mon dernier mot, c'est de se féliciter des dernières nominations des femmes. Ça, même si nous avons des problèmes, nous avons quand même la nomination de 6 ministres, une commissaire aux droits de l'homme, nous avons une présidente de la communauté urbaine, donc nous avons un pas mauvais taux. Beaucoup de challenges, beaucoup de défis. Un taux de plus de 21% au Parlement, donc même si nous avons des problèmes, nous avons quand même des opportunités que nous devons pas laisser de côté. Mais je pense que mon dernier mot serait de préparer les filles à prendre la relève. Parce que je vois déjà aujourd'hui qu'il y a des jeunes filles qui travaillent beaucoup en politique, qui se mobilisent, parce qu'avant on ne voyait pas les filles parler de la politique. Aujourd'hui, je vois que les filles commencent à parler sur Facebook. Elles sont en réseautage, donc elles discutent, elles sont dans des réseaux, elles sont dans des ONG ou des regroupements de filles pour lutter contre les problèmes qui touchent les femmes. Donc je me félicite de cela. Très bien. Merci Mounina. Alors, Aminata, un dernier mot. Donc moi, pour le dernier mot, je rends un vibrant hommage à toutes les femmes mauritaniennes. Je rends un hommage à toutes les pionnières vivantes de la Mauritanie. Je rends aussi un grand hommage à la grande diva mauritanienne Dimi Mintabo, qui a servi plus que 10 ambassadeurs, qui a su vraiment représenter la Mauritanie à l'étranger, mieux que 10 ambassadeurs de la Mauritanie. Et pour terminer, je rends un vibrant hommage à ma compagnon de lutte, à ma grande sœur de patrie, Madame Aïcha Valverjas, pour son action au gouvernement et à la Commission nationale des femmes UPR, pour son engagement et le dynamisme. C'est le clin d'œil pour le parti. Merci. Alors Fatma, toute cette dynamique virtuelle, tous ces réseaux sociaux. Oui, alors juste pour insister sur l'importance de l'information, de l'accès à l'information pour ces femmes, il faut que toutes les militantes qui sont là, que toutes les femmes mauritaniennes puissent accompagner ces femmes rurales, ces femmes analphabètes pour qu'elles prennent conscience de leurs droits, de leur rôle dans la société en tant que citoyennes, qu'elles les sensibilisent qu'elles les sortent des ténèbres de cette ignorance dans laquelle elles sont tenues et qui fait qu'elles sont des laissés pour compte. Des laissés pour compte. Je voudrais revenir sur ma première intervention pour dire que tout ce que nous devons faire, tout notre combat doit prendre en compte l'importance de cette cohésion, de cette paix sociale.
Tout doit se faire dans l'harmonie, tout doit se faire selon nos valeurs conciliantes, etc. Tolérante. Voilà, pas de combat excessif. Nous sommes des êtres humains. Tout l'environnement maintenant est pour les droits des femmes. Il suffit maintenant que non seulement la volonté politique, mais que les femmes soient beaucoup plus impliquées, beaucoup plus dans les sphères de décision. Par exemple, il parlait de justice. Mais la justice ne peut être appliquée que par des personnes conscientes de l'importance et de l'égalité entre les hommes, tous les hommes, dans leur diversité sexuelle, dans leur diversité culturelle, etc. S'il n'y a pas ça, et ça prend pied à partir de l'éducation. Encore une fois, il faut que la réforme éducative soit refaite. Il faut qu'on s'accorde tous pour qu'il y ait une refonte efficace de l'éducation. Je vous remercie. Ah ben, ce sera le thème Merci central, beaucoup, j'espère, oui. de ce 8 mars, l'éducation. En ce jour de fête, comme dernier mot, je voudrais d'abord rendre hommage et saluer toutes les femmes de Mauritanie, celles que je connais comme celles que je ne connais pas, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient commerçantes, qu'elles soient à la maison. Donc, je les salue très fraternellement. Et je voudrais dire, puisque j'ai le privilège de l'âge et que je suis ici depuis l'indépendance du pays, je voudrais vous dire, mes sœurs, que vous devez être fiers parce que les progrès réalisés sont gigantesques, réellement gigantesques. Et comme je l'ai dit, l'essentiel est obtenu. Maintenant, il reste à agir et à ne laisser personne derrière. Il ne faut pas qu'on soit dans un train et que d'autres voient le train passer. Et par conséquent, moi, ce que je souhaite, ce que je demande, c'est que les femmes de Mauritanie, celles de Nouakchott et celles d'ailleurs, travaillent ensemble. La diversité de ce pays leur permet au contraire de se compléter, de s'enrichir les unes les autres. C'est extrêmement important. Et il faut un cadre, il ne faut pas seulement parler, il faut créer une organisation, des passerelles entre les organisations et agir. Et surtout, quand on a une responsabilité, il faut être un modèle pour le pays, un modèle pour les filles, un modèle pour tout le monde et n'avoir en tête que l'intérêt général, je dis bien, et le service, quand on est, par exemple, dans le service public ou dans n'importe quel service, le service des citoyens. Donc, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est ce que nous demande l'islam. C'est exactement la mise en œuvre réelle de notre religion. Voilà. Il ne me reste plus, donc, chers amis, chers téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à encore renouveler mes remerciements à Turkiya Dada pour son accueil, à vous d'avoir accepté notre invitation pour fêter dignement cette fête de la femme, notre fête. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et à très bientôt, Inch'Allah.